À Nice, un employé a accompli un geste simple qui allait bouleverser son quotidien. Il a pris la défense d'un collègue qui priait discrètement sur son lieu de travail. Pas de cris, pas de confrontation physique, pas de discours religieux, pas de tentative de persuasion. Juste un geste rapide, presque instinctif, pour éviter que la situation ne dégénère en humiliation. Quelques minutes plus tard, tout semblait être rentré dans l'ordre. Chacun reprenait son travail. La journée suivait son cours. Mais en coulisses, quelque chose commençait à se tramer. Peu après, la direction a pris une décision inattendue. Elle a ouvert une procédure disciplinaire, non pas contre celui qui s'était moqué, ni contre celui qui avait mis le collègue dans l'embarras, mais contre celui qui avait pris sa défense. Dès lors, ce qui semblait un geste humain a été perçu comme une infraction. Et la suite a placé l'entreprise au cœur d'une polémique incontrôlable. Indiquez votre ville et votre pays en commentaire pour que je sache jusqu'où va cette histoire. Nice s'éveilla loin des images de cartes postales. Pas de mer d'un bleu éclatant, pas de touristes avec des appareils photo autour du cou. C'était un matin ordinaire, fonctionnel, suffisamment gris pour passer inaperçu. Les transports en commun restaient se bonder, les corps trop proches les uns des autres, les regards trop vides, les gens, silencieux, chacun plongé dans sa propre lassitude, traversaient la ville comme un rituel machinal avant d'aller travailler. L'immeuble de bureau se détachait du paysage comme un bloc de verre et de béton moderne, impersonnel, presque clinique, portes tournantes, tourniquets électroniques, caméras discrètes surveillant le moindre mouvement. Tout semblait conçu pour la fonctionnalité, non pour l'accueil. À l'intérieur, l'atmosphère était froide, contrôlée et d'un silence pesant. Les bruits dominants n'étaient pas des voix, mais le cliquetis des claviers, des imprimantes et le martèlement régulier des pas sur le sol lisse. Les employés arrivaient en flux continu. On présentait leur badge au lecteur, on s'enregistrait et on échangeait de brèves salutations formelles, de simples gestes machinaux. Chacun se rendait directement à son bureau, à son écran, à sa tâche. La routine se répétait chaque jour avec la même précision, comme si le moindre écart était inopportun. Là, tout devait paraître neutre, efficace, prévisible. Le protagoniste arriva tôt, comme toujours. Un simple sac à dos, sans marque, ostentatoire ni signes extérieurs de richesse. Vêtu discrètement, en accord avec le lieu, il s'efforçait de ne pas attirer l'attention. Il marchait d'un pas assuré, mais sans hâte. Il connaissait cet endroit. Il en connaissait les codes tacites. Il savait quand parler à voix basse, quand sourire, quand ne pas s'impliquer. Il franchit le tourniquet, salua le gardien d'un hochement de tête à peine perceptible et emprunta le long couloir jusqu'à son espace. L'éclairage artificiel était déjà allumé, créant une impression de lumière du jour perpétuel, alors même que le soleil peinait à se montrer. La climatisation maintenait une température constante, indifférente aux saisons, indifférente aux personnes. Autour d'eux, les collègues s'installèrent en silence. Certains mirent des écouteurs, d'autres rangèrent des papiers, ajustèrent leurs chaises, ouvrirent des ordinateurs. Personne ne semblait vraiment présent. C'était comme si leur présence physique suffisait, leur esprit restant prisonnier du trajet, du petit déjeuner pris à la hâte, des soucis personnels restés à l'extérieur. Le protagoniste s'assit à son bureau et alluma son ordinateur. L'écran bleu illumina son visage un instant. Il inspira profondément, presque machinalement. Pour lui, cet environnement avait toujours été ainsi, organisé, maîtrisé, fonctionnel. Il ne s'attendait pas à y trouver une place pour des gestes humains qui s'écartent de la norme. Il n'aurait jamais imaginé que ce serait le théâtre d'un conflit silencieux. L'atmosphère générale était empreinte d'une neutralité absolue. Aucune conversation personnelle, aucun commentaire improvisé. Tout semblait soigneusement orchestré pour éviter toute friction. L'entreprise aimait se définir comme moderne, inclusive et professionnelle. Mais cette inclusion avait des limites évidentes, même si elles n'étaient jamais exprimées ouvertement. Alors que la journée commençait officiellement, rien ne laissait présager la tournure que prendraient les événements. La journée de travail se déroulait comme d'habitude. Réunions programmées, tâches assignées, objectifs à atteindre. Pour tous les participants, ce serait une journée de travail comme les autres à Nice. Ordinaire, prévisible, vite oubliée. Pour le protagoniste, il en était de même. Il ne se réveillait pas en pensant aux confrontations. Il n'avait pas l'intention de défendre qui que ce soit. Il ne souhaitait ni remettre en question les règles, ni contester la hiérarchie. Il voulait simplement travailler, remplir ses obligations et rentrer chez lui le soir, comme d'habitude. Mais dans ce climat froid, silencieux et excessivement contrôlé,
Un simple geste humain suffirait à briser les apparences de neutralité. Et Nice, loin de l'image idyllique qu'elle renvoyait, deviendrait le théâtre discret d'une histoire que personne n'était préparé à vivre. Il a toujours été considéré comme un employé parmi d'autres. Ni vedette, ni problème. Un nom parmi tant d'autres dans l'organisation. Il arrivait à l'heure, partait à l'heure, et remplissait ses obligations. Il ne faisait pas d'histoire, ne recherchait pas la gloire. Pour la plupart, il passait inaperçu, et cela ne l'a jamais dérangé. Pour lui, le travail se résumait à accomplir ses tâches avec dignité et à quitter son poste en toute tranquillité à la fin de la journée. Il n'était pas un militant. Il n'a jamais participé à des manifestations, ni brandi de banderoles en entreprise. Il n'était pas un dirigeant. Syndical, ne prononçait pas de discours sur les droits des travailleurs, ne se posait en porte-parole d'aucune cause. Il fuyait les conflits comme on fuit un terrain instable. Il savait que, dans ce genre d'entreprise, le moindre bruit pouvait devenir problématique. Aussi, il avait appris à peser ses mots, à choisir le silence, à ne pas s'exposer plus que nécessaire. Il respectait son emploi du temps avec une précision quasi automatique. Il arrivait en avance, rangeait son bureau, répondait à ses courriels et participait aux réunions sans se faire remarquer. Lorsqu'il était en désaccord, il l'exprimait discrètement, avec tact. Si quelque chose le dérangeait, il prenait une grande inspiration et passait à autre chose. Son objectif n'a jamais été de changer le système. C'était simple, travailler, garder son emploi, payer ses factures et vivre sa vie. En dehors du bureau, son histoire connaissait une autre facette, une facette que personne ne connaissait. Des valeurs apprises à la maison, dans un environnement où le respect n'était pas un slogan d'entreprise, mais une pratique quotidienne. Il avait grandi en entendant dire qu'humilier quelqu'un en dit plus long sur celui qui humilie que sur celui qui est humilié. Il avait appris très tôt que le silence protège parfois, mais qu'il légitime parfois l'injustice. Il n'était pas impulsif, au contraire. Il réfléchissait avant d'agir. C'est précisément pour cette raison que lorsqu'il constatait une injustice flagrante, il ressentait un malaise difficile à ignorer. Non pas une envie de s'opposer, mais une pression intérieure, presque physique, qui lui disait que le silence était aussi un choix, et que tout choix n'était pas neutre. Au travail, il observait plus qu'il ne parlait. Il voyait se dérouler chaque jour de petites situations, des remarques désobligeantes, des plaisanteries déguisées en plaisanteries, des regards gênés qui se passèrent de mots. La plupart du temps, tout se dissipait rapidement, sans conséquence. Il le savait. Il savait que le système préfère que les choses disparaissent d'elles-mêmes. Et presque toujours, il laissait tomber. Mais il y avait des limites qui ne figuraient dans aucun manuel d'entreprise, mais qui étaient gravées dans sa conscience. Pour lui, ignorer un désaccord professionnel était une chose. Assister à l'humiliation gratuite de quelqu'un en était une autre. Surtout de quelqu'un qui n'avait rien provoqué, rien imposé, et qui ne faisait de mal à personne. Il ne s'adonnait pas à de grands discours moralisateurs. Il ne se prenait pas pour un exemple. Il ne se qualifiait jamais de courageux. Il croyait simplement qu'il existe des moments où le silence cesse d'être de la prudence et devient complicité. Et cette frontière, bien qu'invisible, lui était toujours parfaitement claire. Cette lucidité ne m'est venue ni des livres, ni de la formation. Elle est née de mon expérience personnelle, du fait d'avoir vu des personnes rabaissées dans d'autres contextes, de la conviction que la dignité humaine ne dépend ni du statut, ni de la religion, ni de la fonction, de la certitude que lorsqu'une personne est vulnérable, le minimum attendu n'est pas l'applaudissement, mais le respect. Pourtant, il n'avait jamais imaginé que ces valeurs, si fondamentales en dehors du bureau, puissent devenir un problème au sein même de celui-ci. Il n'avait jamais pensé qu'agir pour éviter une humiliation puisse être interprété comme une infraction. Pour lui, défendre quelqu'un n'était pas un acte politique. C'était un réflexe, presque automatique, quelque chose qui se fait avant même d'y penser. Au fond de lui, il a toujours cru que le lieu de travail était un espace suffisamment mature pour faire la distinction entre respect et activisme, que les personnes matures sauraient reconnaître la différence entre imposer quelque chose et simplement ne pas tolérer les abus. Jusqu'à ce jour, cette conviction n'avait jamais été mise à l'épreuve aussi directement. Il entrait chaque jour dans ce bâtiment, convaincu qu'il lui suffisait de bien faire son travail. Il n'attendait ni reconnaissance, ni protection particulière.
Mais il ne s'attendait pas non plus à ce que ses valeurs les plus fondamentales soient remises en question. Et c'est précisément ce qui rendrait la suite si difficile à comprendre. Car, pour lui, il n'y avait ni rébellion, ni défi. Il n'y avait que l'humanité. Ce collègue qui priait sans cesse passait inaperçu. Non pas par absence, mais par discrétion excessive. Il arrivait, s'installait à son bureau, accomplissait ses tâches, et repartait sans laisser de traces. Il ne participait pas aux conversations animées, ne plaisantait pas, et ne s'impliquait pas dans les conflits internes. On le percevait comme quelqu'un de sérieux, de discret, presque invisible au sein de cette machine corporative qui valorise davantage les orateurs que les observateurs. Il n'a jamais imposé sa foi à personne. Il n'a jamais abordé ses croyances en réunion. Il n'a jamais cherché à convaincre ses collègues, n'a jamais distribué de symboles, n'a jamais prononcé de discours. Pour beaucoup, il était même difficile de savoir s'il avait une religion. Sa foi ne s'exprimait pas par des mots, mais par des gestes discrets, presque imperceptibles, un comportement respectueux, une attention portée aux autres, une manière d'être au monde sans prendre plus de place que nécessaire. Pendant les pauses, lorsque le flux de personnes diminuait et que les écrans devenaient moins sollicités, il s'isolait généralement quelques minutes. Il se retirait dans un coin plus tranquille, à l'écart du centre du bureau, où l'activité était moindre. Là, dans un silence absolu, il récitait une courte prière, sans posture ostentatoire, sans paroles audibles. C'était un moment intérieur, presque intime, comme une profonde inspiration pour se recentrer. Il choisissait ces moments avec soin, jamais aux heures de pointe, jamais lorsque cela risquait de perturber le travail de quelqu'un, jamais dans des situations exigeant une attention collective. Il tenait à ne pas attirer l'attention, à ne pas interférer avec la dynamique de son environnement. Pour lui, ce geste n'était pas un acte public. C'était un besoin personnel, une façon de préserver son équilibre face à la pression constante du travail. Rien n'était ostentatoire. Pas de tapis, pas de symboles affichés, pas d'invitations implicites. Quiconque passait dans le couloir, à moins d'y prêter attention, n'aurait même pas remarqué ce qui se passait. Pour la plupart, ils se tenaient simplement immobiles, en silence, comme tant d'autres le font lorsqu'ils ont besoin de quelques minutes de solitude. Tout s'est déroulé loin des projecteurs, sans caméra, sans public, sans aucune intention de provoquer. C'est précisément pourquoi la situation allait devenir si déconcertante par la suite. Car il ne s'agissait pas de quelqu'un qui cherchait à marquer son territoire ou à défier les règles. Il s'agissait de quelqu'un qui faisait de son mieux pour s'adapter à son environnement sans renoncer à quelque chose de profondément personnel. Il savait que le monde de l'entreprise avait ses limites. Il savait que tout n'était pas permis, que tout n'était pas compris. C'est pourquoi il redoublait de prudence. Il préférait l'invisibilité aux questions. Il préférait le silence au débat. Il pensait qu'en gardant sa foi secrète, il éviterait les conflits inutiles. Longtemps, cela a fonctionné. Personne ne disait rien. Personne ne semblait s'en soucier. Certains ne le remarquèrent même pas. D'autres faisaient semblant de ne rien voir. L'équilibre était fragile, mais il existait, jusqu'au jour où de petites remarques ont commencé à apparaître. Un regard plus long, un sourire ironique, une plaisanterie chuchotée. De petites choses, presque imperceptibles, mais chargées d'un tout autre poids. Malgré tout, il ne réagit pas. Il continua comme à son habitude, travailler, respecter les autres, garder le silence. Il ne voulait pas créer de problème, ni attirer l'attention. Il était convaincu que sa discrétion lui vaudrait la tranquillité. Il n'imaginait pas que son attitude prudente puisse être perçue comme une provocation. Pour lui, la prière n'était jamais un acte de rébellion. C'était un refuge, un bref instant de recentrage, avant de reprendre son quotidien exigeant. Il ne recherchait ni approbation, ni reconnaissance. Il souhaitait simplement rester lui-même, sans blesser personne. Dans ce climat de contrôle et de neutralité apparente, sa discrétion semblait suffisante, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et lorsque la gêne commença à s'installer, il se retrouva démuni pour se défendre. Non pas qu'il ait eu tort, mais parce qu'il ne s'était jamais préparé à devoir justifier quelque chose qu'il avait toujours considéré comme intime. C'est dans ce contexte que la présence de l'autre employé allait devenir cruciale, car le collègue en prière n'avait demandé de l'aide à personne. Il n'avait appelé personne. Il ne s'était pas plaint. Il était simplement resté silencieux, persuadé que cela suffirait. Il n'imaginait pas que ce geste presque imperceptible finirait par soumettre sa dignité, et celle de la personne qui le défendait, à un examen institutionnel. Le malaise ne s'est pas installé brutalement. Il s'est insidieusement installé, par petites touches presque imperceptibles,
comme c'est souvent le cas dans les milieux où tout doit paraître civilisé. D'abord, une remarque anodine, murmurée trop bas pour être remise en question, mais suffisamment fort pour être entendue. Un ton d'ironie déguisé en plaisanterie. Un sourire en coin qui se passait d'explication. Puis vinrent les regards. Des regards insistants, chargés d'un jugement silencieux. Certains collègues se mirent à scruter ce coin du bureau avec une attention excessive, comme s'ils attendaient qu'un incident se produise. D'autres feignaient de ne rien voir. Mais la tension était déjà palpable, impossible à ignorer. Le collègue en prière l'a ressenti aussitôt. Le corps réagit avant l'esprit. Une oppression dans la poitrine. Un malaise inexplicable. Une plaisanterie à peine voilée a fait surface près des tables centrales. Rien de direct. Rien qui puisse être rapporté officiellement. Quelque chose comme « Il y a des gens qui ont besoin d'un moment de recueillement pour supporter cet endroit », accompagné de rires étouffés. Quelqu'un a fait une remarque sarcastique sur la neutralité. Un autre a fait semblant de filmer quelque chose avec son téléphone portable et s'est arrêté lorsqu'il s'est rendu compte qu'on l'observait. De quoi intimider, pas de quoi constituer une preuve. L'atmosphère d'humiliation s'est instaurée sans qu'il soit nécessaire de s'affronter ouvertement. C'était précisément là le problème. Il n'y avait pas d'attaque manifeste à laquelle réagir. Tout était subtil, calculé, protégé par l'ambiguïté. Ceux qui étaient à l'extérieur pouvaient dire que rien ne se passait, mais ceux qui étaient sur place en ressentèrent le poids. Ils se sentaient exposés, ridiculisés sans pouvoir se défendre. Son collègue en prière demeurait immobile. Il ne leva pas la tête. Il ne répondit pas. Il ne réagit pas. Il continua en silence, cherchant à abréger au plus vite ce moment d'intimité. Chaque seconde lui paraissait plus longue que la précédente. Ce qui avait été un refuge se transformait en une épreuve involontaire, une épreuve cruelle, où il n'avait pas choisi d'être. L'atmosphère, autrefois maîtrisée et prévisible, devint tendue. Les claviers se firent plus silencieux. Les conversations s'interrompèrent brusquement dès que quelqu'un s'approchait. Un sentiment collectif planait, comme si quelque chose clochait, mais personne n'osait le dire ouvertement. Le silence n'était plus neutre, il était complice. Certains collègues ont compris, ils ont perçu le malaise, ils ont compris qu'une limite avait été franchie, mais ils ont détourné le regard, ils sont retournés à leurs écrans, ils ont ajusté leurs écouteurs, ils ont préféré ne pas s'en mêler, peut-être par peur, peut-être par commodité, peut-être parce qu'ils pensaient que ce n'était pas leur problème. L'absence de réaction était, en soi, une forme de violence, car elle confirmait que la gêne était tolérée, que l'humiliation pouvait se produire tant qu'elle restait silencieuse, tant qu'elle n'entravait pas la productivité, tant qu'elle ne donnait pas lieu à des signalements. Le collègue qui priait sentit son visage s'empourprer, non pas de colère, mais de honte, une honte injuste, imposée, née non d'une erreur, mais du jugement d'autrui. Il voulait disparaître. Il voulait que ce moment s'achève au plus vite. Il songea à ne plus jamais reproduire ce geste au travail. Il songea à s'adapter encore davantage, à s'effacer. L'environnement continuait de fonctionner. Les courriels étaient envoyés, les téléphones sonnaient, les réunions se tenaient. Tout semblait normal, mais quelque chose d'essentiel avait été brisé. L'espace qui, auparavant, paraissait sûr et propice à la discrétion, était désormais hostile. Et le plus douloureux, personne ne faisait rien. Personne n'a dit « stop ». Personne n'a dit « ce n'est pas acceptable ». Personne n'a dit « laissez-le tranquille ». Le malaise s'est cristallisé précisément là, dans la somme des ironies, des regards et du silence collectif. Une humiliation sans agresseur déclaré, sans victime, officiellement reconnue. Une situation qui aurait parfaitement dû être occultée dans les archives, mais impossible à ignorer pour ceux qui l'ont vécue. C'est à ce moment précis que l'employé qui avait tout observé sentit quelque chose changer en lui. Il connaissait ce genre de silence. Il en connaissait la signification. Il l'avait déjà vu, dans d'autres contextes, ailleurs. Il savait que si personne ne réagissait, cela deviendrait la norme, que son collègue apprendrait à se cacher, et que d'autres apprendraient qu'il était permis d'humilier, pourvu que ce soit fait avec précaution. Jusque-là, personne n'avait réagi. Mais ce moment allait devenir bien plus qu'un simple malaise silencieux. Il prit conscience du moment précis où la gêne, d'abord passagère, se mua en une humiliation profonde et durable. Ce n'était pas une décision préméditée, ni un calcul. Ce fut une réaction silencieuse, presque viscérale, comme lorsqu'une voix intérieure vous dit que l'immobilité n'est plus envisageable. Il observa son collègue immobile, entouré d'ironie que personne ne reconnaissait,
et comprit qu'en gardant le silence, il prendrait parti, sans même avoir prononcé un mot. Il se leva lentement de sa chaise. Sans faire de mouvement brusque, il ne chercha pas à attirer l'attention. Il fit quelques pas vers son collègue, se plaçant naturellement entre lui et les regards environnants. Le geste était simple, mais suffisant pour rompre la dynamique qui s'était instaurée. Pour la première fois depuis le début, quelqu'un occupait cet espace non pas pour observer, mais pour interrompre. Il n'a pas crié, il n'a pas élevé la voix, il n'a pas proféré de paroles blessantes, il n'a proféré aucune menace, ni pointé du doigt qui que ce soit. Il a simplement parlé, d'un ton ferme et clair, sans agressivité. Il a dit quelque chose de simple, presque banal, précisément pour cette raison que cela a eu un impact si fort dans ce contexte. Laissez-le tranquille. Puis, balayant la pièce du regard sans viser personne en particulier, il a ajouté « ça ne dérange personne ». Les mots étaient peu nombreux, mais d'une importance capitale. Point d'argument idéologique, point de justification religieuse, point de discours moral élaboré. Seule une limite était fixée, un rappel fondamental à la coexistence, un frein appliqué précisément là où l'humiliation dépendait du silence collectif pour perdurer. Le bureau sembla se figer un instant. Les claviers s'arrêtèrent. Les conversations s'interrompirent. Certains collègues levèrent les yeux de leurs écrans, surpris. D'autres détournèrent rapidement le regard, comme pris en flagrant délit. L'atmosphère changea instantanément. L'ironie perdit tout son pouvoir. Les blagues tombèrent à l'eau avant même d'avoir pu être formulées. La gêne palpable ne pouvait plus se dissimuler. L'autre homme, qui priait lui aussi, leva les yeux pour la première fois. Il ne dit rien. C'était inutile. Un soulagement mêlé d'incrédulité se lisait sur son visage. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait rompu le silence. La honte commençait à faire place à autre chose. Peut-être de la dignité, peut-être simplement le sentiment de ne plus être complètement seul. La personne qui se moquait d'eux ne répondit pas. Non pas qu'elle ait été convaincue, mais parce que l'intervention avait brisé leur zone de confort, leur échappatoire. Il n'était plus possible de faire comme si de rien n'était. Toute réaction agressive les exposerait au regard des autres. Toute continuation de la plaisanterie semblerait manifestement déplacée. Le silence, désormais, jouait contre eux. L'employé resta là quelques secondes, sans contester, sans provoquer. Il resta simplement. Sa présence suffisait. Puis, il retourna calmement à son bureau, comme s'il reprenait une tâche interrompue. Il ne fit aucun discours. Il ne chercha pas d'applaudissements. Il ne chercha pas d'alliés. Il se comporta comme si c'était la chose la plus normale au monde. Car, pour lui, c'était le cas. Tout a été vu par d'autres employés. C'était indéniable. Certains ont témoigné avec soulagement, d'autres avec malaise, d'autres encore avec crainte des conséquences. Mais tous comprenaient que quelque chose avait changé. Un simple geste avait enfreint une règle tacite, celle de ne pas s'en mêler. Le collègue, qui avait prié, termina son moment de recueillement et reprit son travail. Il ne le remercia pas à voix haute. Il ne chercha pas à se faire remarquer. Mais, passant plus tard devant le bureau de l'employé, il lui adressa un léger signe de tête. Un geste discret, empreint de reconnaissance. Rien de plus ne fut dit. Pour l'employé qui est intervenu, ce geste n'avait rien d'héroïque. Il paraissait nécessaire. Il n'est pas reparti avec un sentiment de victoire, mais avec une étrange tranquillité, mêlée d'une pointe d'inquiétude. Il savait que dans ce genre d'endroit, les gestes qui dégénèrent sont mal vus. Il savait que, même si personne n'avait réagi, sur le moment, l'incident ne serait pas oublié. Mais à ce moment précis, cela importait peu. Ce qui comptait, c'était que l'humiliation ait été interrompue, que quelqu'un ait été protégé, que le silence collectif ait été rompu par une simple phrase, prononcée sans colère, sans emphase. « Laissez-le tranquille. Cela ne dérange personne. » Ces mots résonnèrent longtemps après avoir été prononcés, non pas parce qu'ils étaient révolutionnaires, mais parce qu'ils révélaient une vérité troublante. Il suffisait que quelqu'un prenne la parole pour que l'humiliation perde son pouvoir. Et jusque-là, ce qui la maintenait n'était ni l'autorité, ni le pouvoir, mais le silence. À ce moment-là, l'employé l'ignorait, mais ce geste, aussi simple qu'humain, venait de le placer sous observation. Ce qu'il considérait comme un simple acte de respect commençait à être perçu, sans qu'il s'en rende compte, par la direction, comme toute autre chose. La réaction de la direction ne fut pas immédiate, mais précise, calculée, silencieuse. L'employé passa le reste de la journée à travailler comme d'habitude, tentant de se convaincre que l'incident resterait un souvenir, noyé dans la routine. Personne ne l'aborda, personne ne fit de commentaires. Le bureau reprit son rythme habituel, comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. Mais au fond de lui,
Il sentait que ce genre d'environnement n'oublie pas les gestes déplacés. Le lendemain, le courriel arriva. Court, formel, sans explication. Une invitation, ou plutôt une convocation, à une réunion avec la direction et les ressources humaines. Aucune mention de ce qui s'était passé, aucun contexte, juste la date, l'heure et le lieu. La froideur du message en disait plus long que n'importe quelle accusation directe. Dans la salle de réunion, le ton était encore plus impersonnel. Des mots soigneusement choisis fusaient, les uns après les autres, comme les bribes d'un discours répété. Neutralité, climat d'entreprise, procédure interne. Des termes vagues et généraux, difficiles à contester. Aucune question sur les motivations de l'intervention. Aucune mention de l'ironie, des regards échangés, des plaisanteries voilées. Le malaise était tout simplement absent de ce récit. Pour la direction, le problème n'était pas ce qui s'était passé avec le collègue en prière. Le problème résidait dans la rupture de l'apparence de contrôle. Le fait que quelqu'un se soit levé, ait pris la parole, et ait interrompu une dynamique qui, bien qu'injuste, était restée silencieuse, posait problème. Cette intervention a été qualifiée d'inappropriée, de potentiellement source de tension et d'éléments susceptibles de nuire à l'environnement professionnel. L'employé tenta de s'expliquer. Il parla calmement. Il affirma n'avoir ni crié, ni offensé personne, ni imposé ses convictions. Il dit avoir simplement demandé le respect, mais ses paroles restèrent vaines. La décision était déjà prise. Ce qui importait, ce n'était pas l'intention, mais le geste lui-même. Le fait d'avoir pris parti, ne serait-ce que pour défendre la dignité d'autrui. Aucune enquête n'a été ouverte concernant cette humiliation. Personne n'a cherché à savoir qui avait tenu ces propos. Personne n'a voulu savoir s'il existait des enregistrements, des plaisanteries ou des remarques ironiques. Personne n'a évoqué l'impact psychologique sur le collègue exposé. L'attention s'est entièrement portée sur lui, sur son attitude, sur son intervention. C'est alors que le mot est apparu pour la première fois, prononcé avec une nonchalance effrayante. Dossier. Un dossier disciplinaire allait être ouvert pour analyse. Rien de définitif, disait-il. Juste une procédure standard. Mais le poids de ce mot était impossible à ignorer. Un dossier n'est pas neutre. Un dossier accompagne. Un dossier laisse des traces. Il quitta la pièce avec l'impression que les rôles s'étaient inversés. Celui qui avait humilié n'existait plus officiellement. Celui qui avait défendu, si. Celui qui était resté silencieux demeurait invisible. Celui qui avait parlé devenait l'objet du regard. Le message était clair, même s'il n'avait jamais été formulé à voix haute. Dans ce contexte, intervenir était plus problématique que de provoquer une situation embarrassante. Les jours suivants, le traitement changea. Pas ouvertement, mais suffisamment pour qu'il le ressente. Des courriels plus courts, des réponses froides, des réunions auxquelles il n'était plus invité. Un contact visuel fuyant. La normalité avait fait place à une surveillance discrète. Il savait que chacun de ses gestes serait désormais scruté. Le dossier disciplinaire s'est étoffé comme une ombre. Aucune accusation explicite n'a été formulée, mais un récit se construisait. Un récit où il n'apparaissait pas comme celui qui a défendu un collègue, mais comme celui qui a perturbé l'ambiance. L'entreprise parlait de préserver sa neutralité, mais semblait incapable de reconnaître que, dans ce cas précis, cette neutralité n'avait fait que masquer l'humiliation. Pour l'employé, le choc ne résidait pas uniquement dans le risque professionnel. Il provenait de la prise de conscience que le système réagissait non pas pour corriger une injustice, mais pour faire taire quiconque l'avait dénoncé. L'entreprise refusait de comprendre le contexte. Elle voulait simplement rétablir les apparences. Et, pour ce faire, elle devait clairement faire comprendre que tout acte humain non conforme aux procédures aurait des conséquences. Il commença à se demander combien de fois cette même dynamique s'était déjà produite là-bas. Combien d'humiliations avaient été encaissées au nom du climat d'entreprise? Combien de personnes avaient appris à baisser la tête pour ne pas devenir un problème? Et maintenant, pour la première fois, il était de l'autre côté, du côté de ceux qui osaient briser le silence. Le dossier disciplinaire n'était pas qu'un simple document, c'était un avertissement. Un rappel que, dans ce contexte, la dignité humaine avait des limites évidentes et que la défendre pouvait coûter cher. La pression ne s'exprimait pas par des cris ou des menaces directes. Elle provenait d'une force bien plus efficace dans ce genre d'atmosphère, un silence calculé. D'abord, les regards changèrent, pas explicitement, mais suffisamment pour être ressentis. Là où il y avait auparavant des salutations rapides, il y eut désormais des regards fuyants. Là où régnait la neutralité, il y eut maintenant de la prudence.
On commença à évaluer les distances, comme si la proximité pouvait être interprétée comme un accord. Certains collègues ont commencé à prendre leur distance, non par aversion personnelle, mais par peur. Peur d'être associés à lui, peur d'être mêlés à des conversations compromettantes, peur de devenir, eux aussi, une cible dans un dossier secret. L'isolement n'a pas été déclaré, mais il s'est installé progressivement, presque insidieusement. Les invitations à déjeuner ont disparu. Les conversations à voix basse ont cessé dès qu'il s'approchait. Les rires se sont faits plus discrets, puis ont complètement disparu. Le milieu professionnel, auparavant simplement froid, devint insidieusement hostile. Il n'y avait pas d'insulte, il y avait l'absence. Et l'absence pèse lourd. Elle pèse lourd parce qu'elle ralentit le temps, parce qu'elle oblige à vivre avec sa conscience, sans aucun soutien extérieur, parce qu'elle transforme chaque journée de travail en un exercice de vigilance constante. La peur commença à s'installer, une peur concrète, pratique, sans aucune abstraction. La peur d'un avertissement formel, la peur d'une évaluation négative, la peur d'un licenciement justifié par des termes vagues comme incompétence ou inadéquation. La peur, surtout, d'une tâche sur son parcours professionnel, de celles qui n'apparaissent pas dans les documents officiels, mais qui circulent parmi les managers, fermant des portes avant même qu'on ait essayé de les ouvrir. Il se mit à passer mentalement en revue chacun de ses gestes, chaque courriel envoyé, chaque mot prononcé en réunion. Il se demandait s'il était surveillé, si le moindre de ses propos pouvait être sorti de son contexte, et si ce simple réflexe d'autodéfense avait déjà redéfini son image aux yeux de l'entreprise. Ce sentiment d'être constamment scruté était épuisant. Cette nuit-là, chez lui, les pensées l'assaillaient. Il repassait la scène en boucle. Non pas l'embarras, en lui-même, mais ce qui suivit. Le moment où il comprit que, pour l'entreprise, le problème n'était pas l'humiliation, mais la rupture du silence. Cela le bouleversa profondément, car cela remettait en question un principe qu'il avait toujours considéré comme fondamental. Le respect ne devrait pas être négociable. Les questions commencèrent à surgir, insistantes, gênantes, impossibles à ignorer. Défendre quelqu'un est-il devenu mal? Il se le demandait sans ironie, sans ressentiment. Il cherchait simplement à comprendre la logique ambiante. Si protéger quelqu'un d'une humiliation silencieuse était considéré comme inapproprié, qu'attendait-on exactement de lui dans ce contexte? Une autre question, plus grave encore, a immédiatement suivi. Le respect est-il devenu un risque professionnel? Car, au fond, c'est bien ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'activisme, il n'y a pas eu d'imposition. Il y a seulement eu une limite fixée, et cette limite semblait avoir coûté trop cher. Il se demandait combien de personnes, avant lui, l'avaient compris et avaient choisi le silence comme stratégie de survie. La peur n'a pas effacé sa conviction, mais elle l'a érodée. Tout est devenu plus difficile, plus lourd, plus solitaire. Il ne regrettait pas ses actes, mais il commençait à comprendre le prix de l'adaptation incomplète. Un prix qui ne se lit pas sur la fiche de paie, mais qui se traduit par de l'anxiété, des nuits blanches et un sentiment constant de décalage. Au SAT. Travail. Il continuait d'obtenir des résultats. Rien n'avait changé de ce côté-là. Mais désormais, chaque performance semblait insuffisante pour effacer l'étiquette invisible qui se dessinait. Il n'était plus un simple employé. Il était celui qui est intervenu. Et ce titre n'était pas synonyme de reconnaissance, mais de méfiance. Le plus difficile fut de réaliser que nombre de ses collègues partageaient son avis en silence. Il lisait dans le regard de certains une reconnaissance muette, un ignored face, coup d'œil furtif, un hochement de tête discret, une phrase interrompue. Des gens qui, au fond d'eux-mêmes, savaient qu'il avait agi correctement, mais qui n'osèrent pas le dire ouvertement. L'entreprise avait été claire. Le prix à payer pour prendre la parole était trop élevé. Cet isolement forcé l'amena à une réflexion amère. Non pas sur ses propres actes, mais sur le système. Un système où la neutralité sert de bouclier à de petites injustices constantes, où la peur des problèmes l'emporte sur la volonté de protéger les plus vulnérables, où le respect exige le silence pour ne pas être puni. Malgré tout, il continuait d'aller travailler tous les jours. Il s'asseyait au même bureau. Il accomplissait les mêmes tâches. Mais quelque chose avait changé de façon irréversible. La confiance dans cet environnement était rompue. Il ne voyait plus cet espace comme un simple lieu de travail, mais comme un territoire où les valeurs fondamentales pouvaient se transformer en risques, calculés. Et tandis que le dossier restait ouvert, que les regards demeuraient attentifs, que le silence s'installait, ces deux questions continuaient de résonner en lui, sans réponse facile, sans soulagement immédiat,
Depuis quand défendre quelqu'un est-il devenu une erreur? Et depuis quand le respect est-il devenu un risque professionnel? Ce que la direction n'avait pas prévu, c'est que le silence ne durerait pas. L'affaire a commencé à fuiter de manière fragmentaire, presque imperceptible. D'abord, une conversation en dehors des heures de travail. Puis, un message transmis à la mauvaise personne. Ensuite, un récit prudent, sans nom ni date précise, mais suffisamment détaillé pour attirer l'attention. En quelques jours, ce qui aurait dû rester confidentiel a commencé à circuler hors de l'entreprise. Quelqu'un a contacté le syndicat, non pas avec une demande formelle, mais avec une simple question. Est-ce que cela pourrait arriver? La réponse n'était pas alarmiste, mais suffisamment ferme pour éveiller les soupçons. Un avocat spécialisé en droit du travail a écouté attentivement le récit et a immédiatement reconnu le schéma. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé. C'était un conflit classique entre le discours institutionnel et la pratique quotidienne, entre ce qui est écrit dans les codes de conduite et ce qui se passe lorsqu'une personne décide de ne pas se taire. L'affaire commença à se préciser. Un journaliste local, habitué aux affaires d'entreprise, rarement médiatisé, reçut un message anonyme. Il le lut, demanda des précisions et recoupa les informations. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'un différend idéologique, mais de quelque chose de plus délicat, une tentative de transformer un geste de protection en sanction disciplinaire. L'intérêt grandit précisément pour cette raison. Il n'y avait ni exagération, ni scandale monté de toutes pièces. Il y avait une question qui dérangeait. Des employés de l'entreprise ont commencé à témoigner anonymement. Des messages courts, des récits similaires, des expériences passées jamais partagées à voix haute. Des personnes qui, au fil des ans, avaient appris que la meilleure attitude à adopter était d'observer, d'écouter et de réagir. Certains ont avoué regretter d'être restés silencieux dans des situations similaires. D'autres ont admis avoir peur de parler maintenant, mais estimaient que, dans ce cas précis, une limite invisible avait été franchie. Le débat a commencé à se développer en dehors du contrôle de l'entreprise. Non pas sur un ton agressif, mais sur un ton interrogateur. Des spécialistes du droit du travail ont commencé à commenter l'affaire de manière générale, sans citer de nom, mais en soulignant le principe en jeu. La neutralité ne saurait être confondue avec l'inaction face à l'humiliation. Préserver un climat d'entreprise sain n'autorise pas à faire taire ceux qui défendent la dignité d'un collègue. L'idée a commencé à circuler. La neutralité n'est pas une humiliation. Elle est apparue dans des commentaires, des interviews, des analyses juridiques. Progressivement, une autre idée s'y est ajoutée. Une entreprise n'est pas un tribunal moral. Une organisation peut et doit établir des règles, mais elle ne peut pas punir quelqu'un pour avoir refusé de tolérer la gêne d'autrui. Cet argument a trouvé un écho inattendu, notamment auprès de dirigeants d'autres entreprises qui ont commencé à suivre l'affaire de près. Le discours a commencé à évoluer. L'employé n'était plus seulement perçu comme celui qui est intervenu, mais comme celui qui avait mis au jour une contradiction, non par choix stratégique, mais par la force des choses. L'attention s'est déplacée de l'acte lui-même vers la réaction institutionnelle. Pourquoi enquêter sur qui a défendu et non sur qui a provoqué la situation embarrassante? Quel genre de culture se développe lorsque la peur de paraître partial l'emporte sur le respect fondamental? L'entreprise s'efforçait de maintenir sa position initiale. Les communications internes évoquaient des procédures en cours et une évaluation technique. Mais hors de ce contexte, ces mots ne suffisaient plus. L'affaire avait pris une tournure inattendue. Chaque tentative de justification bureaucratique semblait accentuer le décalage entre le discours et la pratique. Plus le langage était neutre, plus le problème humain sous-jacent devenait évident. L'employé a tout suivi avec prudence. Il n'a pas cherché à se faire remarquer. Il n'a accordé aucune interview. Il ne s'est présenté ni comme une victime, ni comme un héros. Mais, pour la première fois depuis l'ouverture du dossier, il a eu le sentiment de ne plus être seul. Quelque chose se passait, au-delà de la peur. Une sorte de rectification tardive, encore incertaine, mais bien réelle. Des gens disaient, même anonymement, ce qu'il avait exprimé par un simple geste. L'humiliation ne saurait être tolérée au nom de la neutralité. Les pressions extérieures commencèrent à se faire sentir. Les réunions internes se multiplièrent. Le ton changea. Là où régnait la certitude, la prudence s'installa. Là où régnait la rigidité, un besoin de justification se fit sentir. L'entreprise prit conscience qu'elle ne maîtrisait plus le discours. Le débat ne portait plus sur un employé en particulier, mais sur les limites éthiques au travail. Et à ce moment précis,
une évidence s'est imposée. Cette défense silencieuse, menée en quelques secondes à peine, avait ouvert un débat bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. Un débat sur les limites de la neutralité, sur le moment où le silence cesse d'être professionnel et devient complice, sur le rôle des entreprises face à la dignité humaine. Ce revirement n'a pas suscité d'applaudissements immédiats, ni de victoire assurée. Il s'agissait de quelque chose de plus subtil, mais de plus profond, la prise de conscience collective que quelque chose clochait. Et une fois cette prise de conscience installée, il est difficile de la contenir. Le discours avait changé. Dès lors, il n'était plus possible de traiter l'affaire comme une simple procédure interne. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas organisé de manifestation, il n'a pas prononcé de discours, il n'a pas rédigé de manifeste. Son action était bien plus modeste, et c'est précisément pour cette raison qu'elle a eu un impact bien plus grand. Il a simplement refusé qu'on réduise quelqu'un au silence. Et ce simple geste a suffi à réveiller quelque chose qui était déjà là, tapi dans l'ombre, attendant la moindre occasion de se manifester. Il n'a pas provoqué de conflit. Le conflit existait déjà. Il était palpable, ancré dans la culture, dans cette logique qui normalise l'humiliation tant qu'elle reste discrète. J'avais l'impression que respecter quelqu'un pouvait être perçu comme prendre parti, tandis que rire, ignorer ou filmer était considéré comme de la neutralité. Ce qu'il a fait, c'est exposer cette contradiction, la mettre au grand jour, forcer tout le monde à regarder en face un problème qui passait inaperçu. Tout au long de ce processus, il a perdu tout sentiment de sécurité au travail, mais a acquis quelque chose de plus rare encore, la lucidité. La lucidité que certains environnements ne fonctionnent que tant que personne ne les remet en question. La lucidité que le mot neutralité sert souvent de prétexte à la lâcheté. La lucidité que la peur est un outil puissant pour maintenir le statu quo. Il comprit que ce jour-là, il ne se contentait pas de défendre un collègue par la prière. Il défendait une frontière invisible, mais essentielle, celle entre la coexistence et l'humiliation, entre les règles et l'humanité, entre le silence professionnel et l'omission morale. Et lorsque cette frontière est franchie, quelqu'un en paie toujours le prix, généralement celui qui est déjà le plus vulnérable. L'entreprise a tenté de transformer ce geste en infraction. Elle a essayé de l'encadrer par des procédures, des rapports, des termes techniques. Mais aucun document ne pouvait effacer l'évidence. Le problème n'a jamais été la prière, ni la foi, ni l'heure. Le problème, c'était que quelqu'un se souvienne que le respect n'a pas besoin d'autorisation. Cette histoire n'a rien à voir avec la religion. Elle parle de dignité. Elle ne relève pas d'une croyance particulière. Elle parle du droit fondamental à ne pas être ridiculisé. Elle parle du moment où quelqu'un décide de briser le cycle de l'humiliation quotidienne, même en sachant que cela pourrait avoir des conséquences, surtout au travail, où la peur l'emporte souvent sur la conscience. Ce qui est peut-être le plus troublant pour beaucoup, c'est précisément ceci. Réaliser que cela n'a nécessité ni courage héroïque, ni force extraordinaire. L'humanité a suffi. Dire « ça suffit » a suffi. Ne pas rire a suffi. Ne pas faire semblant de ne rien voir a suffi. Et cela soulève une question qui persiste, dont l'écho dépasse largement cette histoire. Combien de fois le silence est-il choisi, non par accord, mais par peur? Il continue à travailler, il continue à vivre. Rien ne garantit que la fin de cette histoire sera facile. Mais une chose a déjà changé de façon irréversible. Cette entreprise, ces personnes, cet environnement ont été contraints de se regarder en face. Et quand la dignité s'installe, elle ne disparaît pas facilement. Car défendre la dignité d'autrui n'est pas de l'activisme. Ce n'est pas de la provocation. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est de l'humanité. Et chaque fois que quelqu'un tente de punir cela, il finit par en révéler bien plus sur lui-même que sur la personne qui a agi. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Commentaire. Le respect n'est pas une faute. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » pour soutenir les histoires vraies que beaucoup préfèrent taire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain témoignage. Poignant. Et maintenant, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran.